Hello, bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 11 avril de 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau et Guillaume à la mise en onde. Guillaume qui a rétréci son staff aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai. toujours des helpers. D'après moi, je soupçonne Guillaume d'être assis puis de dire au monde quoi faire devant lui. Ça se peut très bien, mais au moins, il a la chance de faire ça. Parce qu'au cours des 3-4 dernières années, c'est moi qui fais des... Tu comprends? Beaucoup mieux servi par Guillaume. Maison. Merci, Dansereau, Guillaume. salut, comment ça va? Ça va bien. Tu as regardé du hockey hier? Quelle soirée. Honnêtement. Là. Puis là, il y avait 5 matchs. Ce soir, il y en a juste 3. On va dire ça comme ça. 5 matchs, ça zappait, comme on dit. Sur nos pages, tout de suite, là, comment vous êtes arrangé hier? Moi, j'avoue que j'ai fait un choix, puis j'ai dit 2, ça va être assez pour la soirée. Oui. Moi, comment je fonctionne, j'enregistre tout. Tu n'as pas tout écouté aujourd'hui, là? Non, je ne réécouterai pas les 3 que j'ai manqués. D'ailleurs, je vais faire une plug qui n'est pas rds.ca, mais sur le site de la Ligue nationale de hockey, il y a une version condensée du match. Si tu n'as pas eu la chance de l'écouter au complet, qui est plus long qu'un résumé de 4 minutes. Guillaume, as-tu un bruit de... Je peux pas dire NHL.com. Ah, merci. Non, je voulais juste entendre le bruit. Voyons donc. C'est pratique. Mais hier j'ai regardé 2 matchs. Mon premier choix, bien sûr, je voulais commencer avec le premier. Il commençait à 7 h. C'était ça qui était à 7 h. J'ai regardé le Lightning face aux Blue Jackets. Et je n'ai pas décroché malgré le 3-0. C'est comme une version différente, mais à peu près copie-collée de ce que les Canadiens avaient subi contre Columbus, tranquillement pas vite. Les Jackets qui ramassent le Lightning de Tampa Bay. Et à cause de David, j'ai écouté Saint-Louis contre Winnipeg. Oui. Et là, je vais parler tantôt avec François. Je vais regarder avec lui qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce que toi tu as vu, qu'est-ce que vous autres vous avez vu. Je suis pas certain que j'ai pogné 2 meilleurs matchs hier parce que j'ai l'impression que Pittsburgh Islanders, il y avait de l'intensité. Première période, les Islanders ont frappé, je peux te le dire. Oui, écoute, j'ai rien vu de ce match-là. Ouais. Et j'ai l'impression que San Jose, Vegas aussi, c'était quelque chose. Puis que dire de Nashville, Dallas? D'ailleurs, je suis d'accord, je suis content parce que j'ai pas eu le goût de mettre Dallas, j'ai pas eu le goût de mettre les Blue Jackets, mais j'ai dit que ces 2 séries-là iraient en 7 parce qu'il y aurait des surprises dans ce match-là. Puis j'étais content de voir Dallas et Columbus donner des mots de tête aux favoris. Fait que racontez-nous quel a été votre choix hier, quelle série vous intéresse, comment vous êtes installé, c'est quoi votre setup. Puis on va partager avec vous ce qu'on a vu hier et ce qu'on a moins vu. François Gagnon, salut. Salut. Comment ça va? Très bien. Good. Les séries ont commencé, le Masters est en ligne. Écoute, tout est parfait. Et l'électricité est revenue. Et l'électricité est revenue, ça aide parce que sinon, je suis en train de me manger le front avec les dents en haut. Pour vrai, hein? Écoute, François, no bullshit. Moi, François, j'ai un des chanceux qui en a tout le temps eu, puis je l'ai offert à plein d'amis, puis je te classe là-dedans. Si ça arrive une autre fois, là, puis que tu es encore dans le dead zone, tu vas venir prendre une douche à la maison, des coucher en cocotte, ça va me faire plaisir. Ouais, non, c'est bien gentil, j'apprécie, mais c'est parce que, tu sais, quand t'as un drain français puis t'as une pompe dans le sol qui marche plus, là t'es équipé de chaudière puis tu surveilles, puis fait que tu peux pas partir pour la douche. Mais là, c'est très, très, très apprécié. Cela dit, j'avais juste j'étais en, comment est-ce que je dirais ça, de garde autour de la maison. Tu étais en urgence installé chez vous. C'est l'enfer, hein, le verglas qui manque d'électricité de même au printemps alors que c'est le dégel. Ben, c'est ça, c'était un petit peu... puis, tu sais, il y a le verglas le matin, puis dans l'après-midi, c'était la tempête de neige. Fait que, tu sais, quand il y en a qui disent encore que non, la Terre est belle, puis il n'y a pas de changement de climatique, là, en tout cas, regardez dehors comme il faut, là. C'est comme des statistiques avancées. Arrêtez de regarder les théories, puis regardez ce qui se passe autour de vous autres, puis vous allez voir que la réalité est claire. J'aime ça. J'ai jamais pensé à dire, si t'es pas sûr qu'il y a un réchauffement climatique, regarde ta sonde pompe. On va te le dire. puis croise tes doigts que ça déborde pas. Non, c'est clair. All right, François, comment tu t'es arrangé hier? Quel match qui a attiré ton attention? Comment tu t'es... Moi, ça, je comptais tantôt, je n'ai choisi 2, là. Puis je suis pas sûr que j'ai pogné 2 meilleurs. Ben, écoute, moi, j'avais choisi Tampa Bay et Blue Jackets. Parce que j'ai pris Tampa Bay pour gagner, là, OK? Mais si il y a un club qui peut faire mal aux Blue Jackets, au Lightning, je pense que c'est les Blue Jackets. Parce que quand tu regardes cette équipe-là, c'est 2 clubs qui sont bâtis pareil. Les Blue Jackets sont bons à l'attaque, mais Tampa est meilleur. Les Blue Jackets sont solides à défensive, à commencer par leur premier duo de Seth Jones puis Zach Werenski, mais honnêtement, le Lightning est meilleur.
Les Blue Jackets ont un maudit bon gardien de but. Sergei Bobrovsky mène la Ligue en saison régulière avec 9 jeux blancs. Mais pour moi, Vasilevski est meilleur. Alors, je voulais quand même voir ce qui allait se passer dans ce match-là parce que je me disais, Columbus n'est pas chanceux. Les champions de la Coupe Stanley en première ronde l'an passé prennent les devants 2-0, puis on sait tout ce qui est arrivé après. Puis là, ils se retrouvent contre d'éventuels champions de la Coupe Stanley, puis c'est la même situation. Fait que quand c'est devenu 3-0, je me souviens, j'ai tweeté, puis j'ai dit, c'est trop facile, je m'en vais voir d'autres matchs. Alors là, je suis allé voir les Islanders et Pittsburgh, et quel match de hockey c'était. Ah ben c'est ça. Attends une seconde. Moi, je suis resté avec Tampa Columbus. Mais t'as bien fait! Parce que t'as vu la remontée. Moi, j'ai rien vu de ça. Il y a un moment donné sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Puis Gagnon, trouves-tu ça encore trop facile pour le Lightning? » Puis là, j'ai réalisé que j'avais manqué la remontée. Exact. Mais on me dit la même chose ce matin à radio. Joe Robert, me dit c'était écœurant l'ambiance. C'était écœurant la partie entre les Islanders et les Penguins de Pittsburgh. As-tu aimé ça? Ah, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Et puis... Ceux qui ont eu la chance de déjà aller au Colisée Nassau Coliseum, là, c'est une petite place. C'est tout petit, c'est vieux, mais il y a de l'ambiance là-dedans. Et les gens de Long Island viennent de redécouvrir leur équipe. Parce que quand ce club-là a fait l'exode là, du côté de Brooklyn, c'est parce qu'on voulait développer un nouveau marché. Puis Brooklyn, c'est une grosse banlieue. Il y a des millions de personnes autour. Tu te dis, ils vont peut-être réussir à s'établir. Mais les vrais fans des Islanders, là, ceux qui étaient du côté de Long Island, puis du comté de Nassau, puis tout ça, eux autres, ils avaient perdu leur club. Alors, quand moi je suis retourné là cette année pour le retour de John Tavares, Toronto contre les Islanders, j'ai vu là, j'ai vécu là, une ambiance comparable à celle du Centre Bell dans les meilleures soirées, comparable à Chicago dans ses meilleures soirées. Et c'est clair que cette ambiance-là va aider les Islanders. Et puis, ils ont patiné, ils ont frappé. Les Pingouins ont joué du gros hockey. Robin Lehner a été chanceux. Matt Murray a été plus chanceux encore. Il y a eu plus de poteaux là-dessus, ma foi du bon Dieu, dans ce match-là, qu'il y a de coups là, de carillon à la colline du Parlement à Ottawa à midi. Ça n'avait pas de sens. C'était extraordinaire. Wow! Écoute, ça m'écoeure, on va se le dire de même là, dans un podcast. J'aurais aimé ça regarder également ce match-là. Et là, je vais t'amener la réflexion que deux gars qui parlent de sport, puis c'est pour ça que mon show s'appelle On Jase. C'est ce que je fais tout le temps, on jase des games. Je parle avec Joe Roberge, puis il me dit, as-tu remarqué, j'ai l'impression que les games d'hier, les joueurs de talent ont été battus par des systèmes. Columbus, Lightning, Pittsburgh, le système de Tortorella. Puis, j'ai regardé Winnipeg qui est arrivé contre Saint-Louis, qui sont, écoute, les Blues, là, c'est un rouleau compresseur. Ils font ce qu'ils ont à faire. 1-0, c'est pas grave. On continue à faire la même chose. As-tu ce feeling-là hier que les joueurs vedettes viennent de comprendre que, oups, là, c'est commencé? C'est pas les systèmes qui les ont battus ou c'est l'intensité qui les a rattrapés. Et c'est ça, les séries. Tu le sens, ça passe à un autre niveau. Tu sais, moi, je suis pas sur la glace, là, mais quand j'étais à un match de série, surtout les premiers, comme là, je vais aller à Las Vegas dimanche soir pour le premier match, le match numéro 3, le premier à Las Vegas. Tu le sens. C'est spécial. Peu importe ce qui arrive, tu sens de la nervosité. Tu as vu les images de Bobrovsky hier pendant la période d'échauffement? Écoute, il giguait en avant de son but tellement que ça avait de l'air à le torturer. Puis ses statistiques en série éliminatoire sont lamentables. Alors, il sait tout ça, là. Il sait que peu importe ce qu'il a fait en saison, s'il ne fait pas le travail en série, il va encore se faire pointer du doigt. Puis, by the way, ce gars-là, il est en quête d'un gros contrat, puis il aimerait ça aller jouer dans une grosse équipe, là. Fait que s'il fait d'inciculottes, là, en première ronde, ben c'est sûr, il va avoir encore bien de l'argent, mais il n'y aura peut-être pas l'argent qu'il veut avoir, puis elle viendra peut-être pas de l'équipe où il voudrait s'en aller. Alors ça, il y a de la pression, il y a de la tension, mais c'est ça qui est le fun. Moi, c'est ce qui me fait vibrer, là. Tu sais, il y a comme des histoires qui s'écrivent dans chaque match. Complètement. Jusqu'au match numéro 7. Tu sais, qui a marqué le plus de buts en séries éliminatoires depuis 4 ans dans la Ligue nationale? C'est pas Ovechkin, puis c'est pas Crosby, puis c'est pas Stamkos, puis c'est pas Kucherov. C'est Jake Gunzel des Penguins de Pittsburgh. Tu sais,
c'est des situations comme celle-là qui arrivent. Et c'est ça qui est le fun. Parce que oui, on fait des prédictions, puis on regarde la logique, puis après ça, on se dit, ouais, mais c'est sûr qu'il va y avoir une surprise. Fait que là, on essaie de voir d'où la surprise va venir. J'ai pas osé prendre la Caroline contre Washington. J'espère qu'ils vont me prouver le contraire. J'ai pas osé prendre Columbus contre Tampa Bay. Je trouverais ça plate pour le Lightning parce que c'est une formidable machine de hockey, mais j'aimerais ça que Columbus gagne. À l'inverse, dans l'Ouest, j'ai pris des surprises. J'ai pris Colorado pour sortir Calgary parce que j'aime cette équipe-là. Puis c'est un peu les anciens nordiques aussi, fait que qu'est-ce que tu veux, ça vient me rechercher de temps en temps. Puis j'ai pris Dallas pour sortir Nashville, pas parce que c'est une surprise. Pour moi, Dallas est capable de servir aux prédateurs la médecine que les prédateurs ont servi à tout le monde depuis 3-4 ans. C'est-à-dire de fermer le jeu, d'avoir un bon gardien, puis de marquer juste le nombre de buts suffisant pour gagner. Puis j'ai pris Saint-Louis facile contre Winnipeg. Attends. Je vais t'arrêter, Dallas-Nashville. On a du fun, là. Je pense la même chose que toi, mais j'ai pas été game. Moi, j'ai mis Nashville en 7. Et hier, je regarde un bout de la game. Ah non, ce matin, j'ai regardé le compressé. Et là, il passe les trios au début du match dans le haut à gauche, OK? Puis le 4e trio des Prédateurs, c'est tu sais quoi? Un petit peu. Boyle. C'est l'ancien de Pittsburgh. Tu mets les demandes de même, puis là, je ne veux même pas te pogner, François. Non, c'est Yann Croc au centre, Boyle à gauche, Wayne Simmons à droite. Oui, c'est vrai. C'est ça, la 4e ligne. C'est pour ça que j'ai fait comme, je veux bien. Puis tu sais, je t'ai compté à toi, Luc, Dallas, là, Bishop, quand il est en santé, c'est vrai, c'est pas un flou, là. C'est vrai qu'année après année, il n'en donne pas de but quand il est en santé. Mais comment tu veux gager contre un top 4 de même à défense, puis l'attaque, la profondeur que les Prédateurs ont? Puis sais-tu comment je me suis répondu à ça? Riner, des fois, en série, ça marche pas. Mais c'est pas riner. Moi, je regarde cette série-là, là, et je la vois exactement comme la série Rangers-Canadiens il y a 2 ans. Pourquoi? Exactement pareil. Pourquoi? Parce que tu as des bons joueurs à Nashville, là, mais Forsberg a manqué 25-30 parties cette année. Arvidsson a manqué aussi. Subban a été blessé. Mais c'est Johansson que j'aime beaucoup. Là. C'est un très, très bon joueur de hockey. Mais c'est lui qui mène avec 60 points cette année son équipe. Alors, ils vont avoir des arrêts de Riné. Ils vont bien jouer défensivement. Ils vont être dans le coup. Mais j'ai l'impression que le gros but ne viendra pas. Alors que du côté de Dallas, tu as une équipe qui est moins peut-être flamboyante, mais tu as le gros but qui va venir. Et puis, tu as une maudite bonne défense aussi, là. Tu sais, Klingberg puis Esa Lindell comme premier duo, c'est pas Yossi puis Ryan. C'est parce que maudit, là, j'ai pas mes notes non, c'est pas avec les noms. Dans le fond, le défenseur qui fait la différence présentement pour Dallas depuis la fin de saison, hier, il a compté 2 premiers buts. Il Iskanen. Puis je peux te dire une affaire, dans la course au recrue de l'année, il gagnera pas, mais puis j'ai pas le droit de donner mes votes, là, on est obligé de pas le dire, mais ça se pourrait, mettons, qu'il soit sur l'équipe d'étoiles des recrues. On va le dire de même. C'est clair. Ouais, le nom que tu cherchais, François, c'est Ryan Ellis. Oui, Ryan Ellis, excuse-moi. Fait que, tu sais, les buts hier de Nashville sont venus de Piquet, qui a fait un jeu sensationnel. Ouais. Ils sont venus du capitaine Romagnosi, qui a fait lui aussi un jeu sensationnel. Les 2 défenseurs qui sont rentrés dans le jeu. Ben oui, mais tu as besoin de ces défenseurs-là pour compléter, pas pour être la base de ton attaque. Et c'est ça qui me fait peur pour Nashville. Je suis pas en train de te dire que parce que Dallas a gagné hier, que ça va être facile, là. Je pense que Dallas va gagner, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais le match d'hier est exactement à l'image de ce pourquoi j'ai choisi Dallas pour sortir de cette série-là. Puis moi, je vais te le dire en mille, on en a parlé la dernière fois qu'on s'est jasé. On le voit, là, je pense qu'il y a 7 équipes qui n'ont pas d'entraîneur. Des sorties rapides d'équipes qui ne sont pas supposées perdre la première ronde. Nashville, Toronto, je vais vite de même, là. Ce sont des possibilités où les coachs pourraient sauter parce que, tu sais, la Violette là, à Nashville, je pense que c'est sa 3e, 4e chance qu'il y a en série. S'il ne se rend pas après la première ronde, je pense qu'il est mort. Oui, parce qu'il était allé en finale de la Coupe Stanley, c'était parfait, puis il méritait grandement ça. L'an dernier, écoute, c'était plate. Parce que la série Nashville-Winnipeg, c'était une finale de la Coupe Stanley avant le temps, là, on va se le dire. Ouais. C'est pas parce que Nashville a mal joué, mais s'il fallait qu'il tombe en première ronde contre Dallas, je suis d'accord avec toi. Je suis convaincu que David Boyle se poserait des questions et se demanderait, avec le nombre de candidats intéressants qu'il y a de disponibles, si l'occasion ne serait pas bien choisie pour effectuer un changement. Et by the way, juste pour... tu sais, des fois, tu as besoin de te faire recentrer. T'sais, on dit Klingberg avec Dallas, Klingberg. Le défenseur le plus utilisé by far hier, Esa Lindell avec 27 minutes.
parce que lui, il joue 7 minutes en désavantage numérique, ce que les autres ne font pas. Exact. Klingberg, 20 minutes, et à 23 minutes et demie, Escanen. Ah oui. Puis c'est ça. Puis tu sais, quand tu regardes, prenons l'exemple de Nashville. Tu sais, tu regardes Yossi, Subban, il attire l'attention. Ryan Ellis est aussi bon. Puis cette année, il paraît, en tout cas, selon les dépisteurs professionnels qui ont vu plus de matchs que moi, là, de Nashville, que leur meilleur, puis par 1 écart, c'est Mathias Ekholm. Bon, hier, il n'a pas été chanceux. Il fait dévier une rondelle derrière son gardien en voulant la bloquer. Mais il reste que tu te rends compte que des fois, les défenseurs moins flamboyants ont des rôles encore plus importants à remplir. Sauf que les flamboyants doivent faire leur job. Puis le pivot que Subban a fait, puis tu sais que des fois, je suis premier à critiquer des mauvais jeux défensifs de Subban, mais ce jeu-là, le pivot qu'il a fait, puis le tir dans la lucarne du côté rapproché, ma foi, c'était tout un jeu de hockey. Incroyable. Puis, tu sais, Piqué, il y a ce jeu-là qui fait qu'il nous fait soulever de notre siège. Mais ce qui amène, quand on parle à relâcher statistiques avancées, à regarder les games, l'intensité qu'il a amené avec ce but-là. Son intensité à lui, il reste 6 minutes. Il rapproche les Prédateurs à un but de Dallas. C'est sûr que Nashville était enflammé après ça. Il amène cette passion-là au jeu, que c'est de l'intangible, que tu ne peux pas trouver nulle part dans aucune statistique ordinaire ou avancée. Bien, complètement. Parce qu'ils ont sorti leur gardien, il restait plus que 3 minutes à jouer. Ouais. Puis Ryan Johansson, qui était là pour marquer un but, as-tu vu l'arrêt qu'il a fait, le sacrifice, quand il s'est installé devant le tir frappé dans une cage déserte, puis il a bloqué ça. Puis c'est sur la montée après qu'Arvidsson a perdu la rondelle, mais c'était tout un jeu. Alors, tu as raison de le souligner. Puis Subban, quand tu regardes pas juste les statistiques avancées, mais ses statistiques, tu vois qu'en série, il a toujours produit. Et l'occasion est belle pour lui parce que cette année, on va se le dire, même ses plus ardents défenseurs puis ses partisans les plus féroces, il faut qu'il admette qu'il n'y a pas eu une saison à la hauteur de son talent, puis à la hauteur de son contrat, puis à la hauteur de tout. Il a été blessé, mais c'est pas assez, là, en fait de statistiques puis d'implications. Mais c'est à l'image des Prédateurs. Je trouve que cette équipe-là s'est économisée cette année au lieu de se donner tous les matchs. Et peut-être qu'ils se sont dit, on va se garder du jus dans le réservoir parce que les 2 dernières années, on en a manqué. Mais c'est justement pour ça que j'ai l'impression qu'ils vont se faire surprendre en première ronde par Dallas. On a de l'air de 2 enfants excités. Ben, moi on sonne de même, François, je vais te dire, parce que là, j'étais parti sur le Lightning, on a sauté ses pingouins, puis pour une raison que je ne suis pas encore capable de m'expliquer, on a fini sur Nashville-Dallas. Ben, puis on n'a pas commencé à parler de Saint-Louis, parce que j'ai pris Saint-Louis aussi. Oui, mais attends, on va revenir. Je veux juste finir les 3 autres dossiers qu'on vient de Vas-y. Je vais finir sur Pittsburgh Islanders. Le but de la victoire, le temps qui fait la gaffe au bord, qui veut revenir se racheter, qui pousse, je pense que c'est Barzal dans son gardien de but. Moi, ce but-là, là, c'est le temps, puis je l'adore, là, je l'ai. Le temps, la faute à le temps, la faute à le temps, puis la faute à le temps. Oui, mais c'est ce type de joueur-là qui va jongler avec de la vaisselle. Ah ouais. Puis quand il va l'échapper une assiette, elle va casser. Subban est un peu comme ça aussi. T'sais, mais le temps est plus fiable défensivement. Là. Ça, c'est un jeu que je prends en particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gars qui n'hésiteront pas. C'est des gars qui ont confiance, immensément confiance en leurs moyens, et qui n'hésiteront pas avant de faire un jeu, et des fois de faire un jeu dangereux, puis faire un jeu compliqué. Tu sais, il y en a qui le feront pas. Pourquoi Esa Lindell a joué 27 minutes hier? Parce que c'était un métronome. Parce que le coach le met sur la glace, puis il sait qu'il n'arrivera rien de grave. Tout ce qu'il va faire, il va le faire bien, sans être flashy. Méconnu. Tu sais, quand on parle de joueurs... Ah, ben oui, mais ça, c'est correct. Ça fait partie de la game. Et c'est pour ça que les séries sont plaisantes. Et c'est pour ça que je dis tout le temps aux partisans du Canadien, profitez du fait que votre club ne soit pas là pour découvrir d'autres équipes. Absolument. Puis quand vous allez dire, ben ça n'a pas de sens, Montréal devrait être meilleur que, puis mon joueur est meilleur que... Aux minutes, tu vas te rendre compte qu'il y a des maudits bons joueurs que tu connais pas ou que tu connais pas assez, puis qu'il y a des équipes qui sont capables d'être meilleures que le Canadien et qui sont meilleurs que le Canadien quand on s'y attarde un petit peu plus. Parlant de joueurs méconnus, il y a plusieurs, évidemment, auditeurs qui s'expriment sur la première soirée des séries. Là. David Savard, joueur méconnu, il connaît toute une fin de saison, puis quel beau but. Les gens l'ont souligné avec justesse. J'ai de la misère à me souvenir parce que, j'ai regardé le match, je peux retourner voir le box score, mais tu sais, Columbus a pris un but pour revenir dans le match, puis Tampa semblait être sur le cruise control encore. Puis là, Columbus, je pense qu'il reste 8 minutes, pogne un 4 minutes, bâton élevé sur le parquet, puis
tu sens vraiment là, que c'est fait. Et là, je pense que c'est là qu'il y a un but en désavantage numérique. Je ne suis pas certain si c'est le but de Savard. Bref, puis là, c'est un but en désavantage numérique. Puis là, la balle est partie, puis ça n'arrête pas. Puis ça finit avec le but de la victoire de Seth Jones. Ouais, il y a eu l'arrêt de Bobrovski sur Kucherov aussi, là, sur la passe de Stamkos. Bob, il a fermé la porte. Puis l'autre de la mitaine contre Stamkos. Ouais. Non, il a fermé la porte par la suite. Wow. Mais tu sais, c'est un bon exemple, ça. Puis John Cooper, après le match, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon équipe, il faut qu'elle apprenne de ce soir. On avait le match à portée de main. C'était même facile. Puis, au lieu de simplement jouer du bon hockey, on a dit on va aller chercher le 4e but, puis le 5e but, puis le 6e but. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. On en avait déjà assez marqué pour gagner. Il fallait éviter de donner de la vie à l'autre côté. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ouais. Ça, tu sais, et ça, quand tu te fies à ton talent, puis Dieu sait qu'il y en a à Tampa Bay, ben tu peux te faire ramasser, puis c'est ça qui est arrivé hier soir. Puis quand on parle de regarder les matchs, là, puis tu sais, je renchéris sur ce que tu dis, Cooper donne l'entrevue en première période, tu sais, quand l'analyste passe puis s'en va de l'autre côté pour lui faire l'entrevue pendant une pause commerciale. Puis Cooper, il dit regarde, ils sont sur nous autres présentement, même s'il avait pris les devants 1-2-0, le Lightning n'a pas dominé. Le Lightning a profité de quelques rebonds, des chances qu'ils ont eu de marquer, puis ils l'ont mis dedans parce qu'ils sont scoreurs. Mais c'était pas une domination au niveau du temps de possession, au niveau de la rondelle. Fait que Cooper a dit faut juste qu'on sorte plus vite de notre territoire parce que c'est là qu'on est dans le trouble. T'sais. Les Jackets mettaient de la pression. On voulait les bousculer le long des rampes. Un peu comme qu'il avait fait avec le Canadien quand le Canadien avait dominé pendant 12 minutes puis que Columbus ne touchait pas au puck. Tranquillement, pas vite, tu sentais ça changer de bord parce que le Lightning ne faisait pas ce qu'il fallait. Ils restaient le long des bandes avec une équipe avec qui ils n'ont pas d'affaires à rester là. Ah oui. Mais regarde, peut-être que Tampa va gagner les 4 prochaines, là, mais ils se seront au moins fait servir un avertissement dans le premier match. Puis c'est ça qui est le fun. OK. Pittsburgh, les Pingouins sont-ils écœurés de Barry Trotz? Ben oui, c'est correct. Mais écoute, les Pingouins hier, là, ils se sont fait voler 3-4 buts, puis ça arrive. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'ils se découragent pas, puis justement qu'ils disent hey, on a suffisamment bien joué dans ce match-là pour gagner. Et puis il faut qu'ils continuent. C'est pas compliqué. Je pensais pas que Pittsburgh allait gagner en 4 séries-là. Je pense encore que les Pingouins vont gagner si Matt Murray ne donne pas de cadeau. Mais hier, les deux gardiens ils étaient croches comme des gardiens de ligue de garage. Puis je m'excuse, Martin, tu es un gardien de ligue de garage, tu es solide, mais on le sait tous comment est-ce qu'un gardien de ligue de garage peut être. François, je suis croche. C'était, on regarde en arrière 3 fois sur 4, mais ils ont fait des arrêts, puis ils ont eu des poteaux qui les ont aidés. Alors, ça rend le spectacle qui était déjà très bon, ça le rend encore plus enlevant. OK. C'est vrai que je croche. Après, je suis allé voir David Perron, les Blues et les Jets de Winnipeg. Oui. Je ne sais pas, tu l'as-tu regardé? J'ai regardé certains, j'ai regardé. OK. Je te donne vite là, ce que j'ai vu là. Hellebuck, on dirait qu'il est rendu dans le sou de Bennington parce que Bennington, il y a l'assurance que Hellebuck avait l'an passé. Il bouge presque pas, fait pas de mouvement pour rien. Ça m'a impressionné hier parce qu'on en parle beaucoup de Bennington, mais on va se l'avouer, les matchs des Blues, je ne les ai pas tout regardés loin de là. David Perron joue un rôle majeur avec cette équipe-là. Quand il est sur la glace, il se passe tout le temps quelque chose et on ne voit toujours pas les vrais Jets de Winnipeg. Mon problème, c'est que je pense qu'on voit les vrais Jets de Winnipeg. Eh boy, c'était pas beau hier, c'était pas dominant, c'était pas... Mais c'est à l'image de la deuxième moitié de saison de cette équipe-là. Ça n'est qu'un autre club, ça. Comme les Prédateurs qui se sont dit, OK, on est là, puis on est assez bon, puis on va faire juste ce qu'il y a à faire, puis on va gagner. Mais non. Puis, c'est vrai que Winnipeg est bon, mais c'est qui le deuxième meilleur club de la Ligue nationale depuis Noël dans toutes les 31 équipes? C'est Saint-Louis. Non, ils sont hallucinants. Ils sont partis dernier, François, à challenger pour la première place de la division. Exactement. Tu sais, puis Jordan Binnington est en grande partie responsable de ça parce qu'il y avait des problèmes devant le filet, là, on va se le dire. Jake Allen n'a pas fait le travail. Ah, il bouge pas pour rien, hein? Mais il est solide. Il est solide. Puis on oublie de mentionner, puis je comprends, là, tu parles de David, puis c'est un invité souvent, puis il donne de la très bonne information sur la réalité des Blues de Saint-Louis. Mais j'aimerais ça qu'on donne plus de crédit à Ryan O'Reilly, qui pour moi est un candidat au Trophée Hart. Puis il est sur mon bulletin de vote, je ne vous dirai pas où il est placé, puis qui est aussi un candidat pour le Trophée Selke. Écoute, ce gars-là, c'est le capitaine et le leader parfait. Pour moi, là, et on ne dira jamais assez à quel point il a fait du gros travail. Pas spectaculaire, là.
Il est loin d'être spectaculaire. Mais il est d'une efficacité sensationnelle. Puis, je le regarde, ce gars-là, puis je le connais pas, là. Puis, je me suis jamais assis pendant une demi-heure avec pour essayer de comprendre. Mais l'impression que ça me donne, puis tu le demanderas à David si jamais tu as la chance d'y parler en série. Moi, l'impression que j'ai, là, c'est de dire, hey, les boys, donnez-moi la job sale. Je vais m'en occuper. Mais faites votre part, par exemple, pour le reste. Il est, je vais te donner raison, parce qu'il jouait contre, c'est un peu comme à Montréal, tu sais, Dano joue contre les meilleurs, O'Reilly joue contre les meilleurs adverses. Il embarque Tarasenko dans son sillon, fait que même si on part tout le temps dans notre zone, etc., il y a tout le temps ce danger-là avec Tarasenko qui peut, d'un moment à l'autre, brûler un défenseur puis aller marquer le gros but. Puis c'est 22 minutes pour O'Reilly, tandis que tous les autres, tu sais, sont à peu près à 16 minutes, incluant David Perron. Mais son trio avec l'ancien collègue à Shen, parce que Shen est sa première ligne, j'oublie son nom. Attends une minute, j'ai le line-up devant moi. Oui, parce que je le cherche, je ne le trouve pas. Schwartz. Okay, c'est ça, fait que c'est Perron, Schwartz et Songvis. Ouais. À chaque fois qu'ils étaient sur la glace, les trois ensemble, il se passait quelque chose parce qu'eux, ils n'avaient pas affronté Wheeler. Eux, ils n'avaient pas affronté Scheifele. Par contre, eux jouaient contre Byfuglien. Fait que je vais te dire une affaire, ils se sont fait bousculer solide. Mais tu as raison, il y en a un qui a son rôle de jouer contre les meilleurs, tout en étant efficace offensivement à O'Reilly. Mais je fais juste dire, tu sais, le power play passe par David, puis il fait rien de spectaculaire. C'est toujours la petite passe dans le give and go, puis tout ça. Puis c'est sûr que je le regarde un peu plus, là, on l'a tous les semaines. Ben oui, puis je veux dire, il y a des mains, David. Le problème de David, là, depuis qu'il est dans la Ligue nationale, ça a toujours été la même chose. Il y a des coachs qui n'étaient pas capables de le sentir à cause de son attitude. Tu sais, c'était un gars qui était un peu désinvolte, puis je vais prendre un mot bien poli. Des fois, on avait même l'impression qu'il s'en sacrait comme dans l'an 40 de ce qui se passait dans des petits meetings, puis tout ça. Tu sais, c'est un gars qui s'amuse à jouer au hockey, mais il a un talent fou. Maturité. Alors que, exactement. Puis quand tu atteins ce niveau-là, ben là, tu deviens encore plus efficace. Tu disais, il joue contre Byfuglien. Moi, là, écoute, si t'es pas peureux, OK, puis ça, c'est un gros si, là. Mais si t'es pas peureux, tu veux jouer contre Byfuglien. Parce que si t'es pas peureux, puis t'as du patin, puis t'as du talent, tu vas faire le tour tout le temps. Puis, la fois qu'il va te ramasser, il faut que tu te relèves puis que tu partes à rire. Tu sais, OK, il m'a eu cette fois-là, mais les 9 prochaines fois, c'est moi qui vais l'avoir. Byfuglien, c'est un joueur à haut risque. Ouais, c'est ça. C'est un joueur qui est plus mobile. C'est un joueur qui va... Si tu es une tache à merde autour de lui, puis une mouche à chevreuil, puis tu te promènes, il va écoper des punitions contre toi. Il va t'accrocher, il va te garrocher à terre. Il est fort comme un ours. Mais c'est plus le joueur de hockey qui a déjà été. Alors, si tu es Saint-Louis... Tu sais, Craig Berube, là, il a fait une job sensationnelle en relève à Mike Yo, là. Mais si t'es Berube, là, ou ses adjoints, tu vas voir les gars, tu dis, essayez de le faire de sortir. Puis là, c'est facile, moi, je vais être en arrière du banc avec mon veston, cravate, puis je vais partir à rire parce qu'il va vous damocher 3-4 taloches. Mais on le sort de sa game, puis on va tirer profit de ça. Et c'est pour ça que je vois Saint-Louis battre Winnipeg. C'est qu'il y a trop de points d'interrogation majeurs du côté de Winnipeg, alors que du côté de Saint-Louis, c'est des points d'exclamation. Tu regardes ces 3 soirs? Ben, hier, j'étais tout seul à la maison. Ma blonde était occupée. À soir, she's back! Ça va être un peu plus dur. Mais okay. Écoute, on se parle pas demain, fait que j'aurais pas besoin d'avoir toutes les informations, mais c'est sûr que, mettons que ça va faire un petit tour, que je vais changer de poste puis que je vais aller voir vite fait qu'est-ce que Sportsnet nous donne en fait de match puis en fait de fait saillant, mais je vais être au courant des scores, ça je te le garantis. Non, je sais pas, puis tu t'en vas à Vegas, je pense, pour couvrir la série. Je pars à Vegas dimanche pour le match de dimanche soir et celui de mardi, et si cette série-là s'en va plus loin qu'en 4, et j'ai l'impression, je devrais aussi m'en aller à San Jose pour le match de jeudi. All right. Lâche pas, on va dessus puis on va s'en reparler. Toujours un plaisir. Yes, sir, buddy. Salut, bye. Bye. C'était François Gagnon. J'étais après m'exciter parce que... Puis allez-y, embarquez dans notre trip. Là, je le vois en plus sur nos pages, Luc. Il y a des gens, plusieurs qui ont écrit que c'était toute une soirée de hockey hier, etc. Oui, absolument. Allez-y de vos commentaires. Puis tu sais, ça peut être pointilleux sur quelque chose parce qu'on l'a sûrement vu. Puis je ne me gênerai pas pour vous dire que je ne l'ai pas vu si jamais je ne l'ai pas vu, mais le gars avec qui on s'en va jaser, les gens qui sont sur Facebook, là, venez-vous-en. Le prochain, on ne lâche pas machine. Le prochain, c'est Alex Tanguay. Je ne sais pas où il était. Je ne sais pas s'il était à NHL avec 14 écrans devant lui.
Mais je suis convaincu qu'on va pouvoir parler des séries qui se sont passées hier et des séries qui se passeront demain. Oui, sur Facebook, avant de vous quitter, là, Thomas Lecam dit la série qu'il préfère, la série qu'il veut suivre, c'est San Jose Vegas. Il veut voir vraiment si les Sharks sont des prétendants et il parle de Vegas avec ses gros canyons offensifs, le Pacioretty, Stone. Il veut savoir si ces derniers vont faire la différence. Il trouve ce duel savoureux. Écoute, à un moment donné, il y a un 3 contre 3, OK? San Jose envoie Brent Burns, Eric Carlson et Hurtle. Oui. Et la réplique de Vegas, c'est... celui qui est suspendu, Schmidt. C'est ça son nom? Schmidt, le 88, le défenseur. Theodore, puis Pacioretty. OK. Puis c'est 3 contre 3. C'est du... quoi que je m'en dis, c'est le but de Burns, d'ailleurs. C'est le but de Burns, Carlson. Fait que je l'ai reculé pour voir. J'ai-tu bien vu Carlson, Burns? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un 3 contre 3. Même chose pour Max, c'est Sharks, Vegas. Steven, il va avec Boston-Toronto. Comme Martin l'a mentionné, on va mettre fin au Facebook Live. On vous rejoint sur rds.ca. Il y a beaucoup de commentaires qu'on va lire. Attention, on ne vous rejoint pas. On est déjà sur rds.ca. On est déjà là, mais venez nous rejoindre. Faites juste fermer la fenêtre Facebook. Voilà, exactement. Vous venez sur la fenêtre de rds.ca. Voilà. Facile à nous trouver. Voilà. On raccroche. Merci. Alex Tanguay, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Excité, je te dirais. Je viens de jaser avec Luc, avec François, puis je me rendais compte qu'on tirait partout dans les matchs qu'on a regardés hier en disant « T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? » Fait que je me demande au monde, tu sais, quelle série qui vous intéresse, quelle série vous avez regardé hier, combien de matchs vous avez regardé? Fait que je te pose la même question. T'étais installé où, toi, hier? T'étais-tu chez vous? T'étais-tu à NHL.com? T'as regardé combien de games? Non, j'étais chez nous hier soir. Je m'en vais au New Jersey juste en fin de semaine, dimanche. Donc, pour les premières soirées, j'en avais mon téléviseur, puis j'ai changé de poste assez régulièrement. J'ai regardé ce qui s'est passé encore une fois ce matin. Écoute, on a quelle ambiance, puis quelle atmosphère. Comment c'est le fun de voir le hockey des séries éliminatoires. On a vu les performances hier. Écoute, commencer par le premier match de la soirée. Le Lightning de Tampa Bay qui était tout feu, tout flamme en première période. Puis tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on était bon. On s'est regardé dans le miroir. Puis on a commencé à penser que ça allait être facile. Tellement. Les Blue Jackets de Columbus sont revenus. Puis, comme on dit, en anglais, ils ont donné un bon coup de poing au visage au Lightning de Tampa Bay en voulant dire, écoute, on est ici, puis on est ici pour compétitionner. Bobrovsky était spectaculaire. Et puis, je pense que les Blue Jackets, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les Blue Jackets ne seront pas une compétition nécessairement si difficile que ça pour le Lightning de Tampa Bay, mais pour moi, je suis obligé de te dire le contraire, Martin. Ce que j'ai vu hier, c'est une équipe qui est capable de ralentir le jeu, de jouer un jeu de possession en zone adverse, une équipe physique. Anderson comme un bon qui a été encore hier. Seth Jones, je peux vous dire que pour tout le bon que Steve Yzerman a fait, comment on doit regretter du côté du Lightning de Tampa Bay de ne pas avoir repêché Seth Jones au 3e rang au lieu de Jonathan Drouin. Écoute, quel bon point. Écoute, on n'en parle jamais. Qui était spectaculaire. Tu as tellement raison, on n'en parle jamais de ça. Hein? Yzerman, il a donné le ciel sans confession, puis tu as raison. Il a passé par-dessus Seth Jones. D'ailleurs, il n'y a pas de ça. Là. Seth Jones, on n'était pas sûr, le premier ou deuxième, il est sorti 4. Mais tu as raison. Puis quel autre défenseur là, qui fait avec Werenski, s'il pouvait jouer 45 minutes, je pense qu'il le ferait. Oui, et puis tu as absolument raison. Écoute, il était bon hier. On a vu l'erreur qu'il a faite sur le premier but de Killorn. Mais les bons joueurs, ça a l'habilité d'oublier assez rapidement parce que ça a confiance en ses moyens. Hier, on a vu confiance. Écoute, on a vu un gros bonhomme qui est capable de défendre, qui est capable de jouer contre le premier trio de l'autre côté. Pensez pas que ça va être facile pour Kucherov et Braden Point parce qu'ils vont avoir à jouer avec un joueur comme ça, comme Seth Jones, qui est extrêmement bon avec son hockey, qui patine extrêmement bien, qui n'a pas peur d'être physique, qui commence à se dégainer, commence à maturer aussi physiquement. On voit qu'il commence à mettre du poids, à être plus fort dans les coins de patinoire. Pour moi, ça a été... de le voir jouer, là, c'est un joueur spectaculaire. Mais quand on regarde ce match-là, Martin, hier, ce qui a fait vraiment la différence, ce qui a fait tourner le match, là, c'est que le Lightning de Tampa Bay, on le sait que durant la saison, on a gagné beaucoup avec notre profondeur, avec notre talent, ce que Kucherov a fait, ce que Braden Point a fait, ce que Stamkos a fait, les trois qui ont marqué 40 buts. Mais hier, on a continué du côté de John Cooper. Puis ça, j'ai hâte de voir comment John Cooper va parler à ses troupes et va commencer à se rallier. Parce qu'on est à 3-0. Puis je sais pas si tu te souviens du but de Nick Foligno hier, mais c'est McDonough qui a la rondelle en zone adverse, pratiquement à la ligne rouge.
au fond de la territoire. Il a essayé une passe transversale à Eric Chernak. On avait 5 joueurs du Lightning de Tampa Bay avec une avance de 3-0 qui était avancée en bas du top des cercles, qui a donné la possession, la chance à Foligno d'aller en échapper, de rapporter son équipe à croire qu'il était dans ce match-là. Et puis, on a fait des erreurs. L'erreur aussi sur l'avantage numérique qui a permis à Anderson d'aller marquer. Le Lightning était premier en désavantage numérique, premier en avantage numérique durant la saison régulière. Mais hier soir, là, vraiment, ça va être un match à oublier. Puis j'ai vraiment hâte de les voir jouer au prochain match. Oui, puis tu sais, on en a parlé tantôt, mais c'était un 4 minutes, puis le Lightning était vraiment sur le cruise control. Je pense qu'il restait 8 minutes. On va brûler 4 minutes, on va gagner ça facile. Bing! But de désavantage numérique. Je pense qu'il est venu en premier, après ça, Savard. Puis c'est Seth Jones qui termine ça. Ben, en tout cas, regarde. Moi, puis le pire, c'est que j'ai pas changé de poste, mais j'ai manqué le bon match entre les Pingouins et les Islanders. On en a parlé tantôt avec François. Ça a l'air que l'ambiance était tout simplement hallucinante dans ce match-là. Puis ça, je disais à François tantôt, après moi, Pittsburgh sont tannés un peu de Barry Trotz. Je pense que oui. Écoute, ce que Barry Trotz est capable de faire, puis ça a été la clé de son succès, non seulement avec les Capitals de Washington, mais avec les Prédateurs de Nashville auparavant. Ça fait longtemps que Barry Trotz est entraîneur dans la Ligue nationale et il a toujours trouvé une façon d'avoir son équipe ne se tire pas dans le pied. Ne se tire pas dans le pied, de ne pas donner de chance à l'équipe adverse de jouer à partir du milieu de la patinoire, aller vers l'extérieur. C'est ce qu'on a vu hier. On a vu une certaine frustration. Quand on regarde Sidney Crosby, hier, on n'avait pas vu le Sidney Crosby qu'on avait vu au cours de la saison régulière, le joueur qui avait 100 points. On a vu cette équipe-là qui, regarde, c'est pas compliqué. Pour les Islanders de New York, on se doit d'être bien positionné, on se doit de gagner nos batailles 1 contre 1. Hier, pour moi, ça a commencé au cercle de mise au jeu. On a gagné nos mises au jeu. On est parti avec la rondelle. Phil Pula qui a eu une soirée spectaculaire dans le cercle des mises au jeu. Je pense qu'il a gagné 75 de ses mises en jeu. Donc, quand tu pars avec la rondelle, pour une équipe, quand tu joues contre une équipe qui a du talent comme les Penguins de Pittsburgh, ben, le plus longtemps que tu peux te permettre d'avoir la rondelle, le plus longtemps que tu peux les faire travailler pour défendre, le moins qu'ils vont être capables de créer offensivement. Puis c'est ce qu'on a vu hier. On a vu une frustration du côté des Penguins de Pittsburgh. Je m'attends à une série qui va être très longue, qui va être très bonne. Je m'attends à ce que les gros canons des Penguins, Sidney Crosby, Jake Gensel, ils n'iront pas 2, 3, 4 matchs sans produire de points offensivement parce qu'ils jouent contre une équipe qui est bien structurée comme les Islanders de New York. Mais je suis obligé de vous dire que les Islanders, ceux qui pensaient que les Penguins, ça allait être facile, ça ne le sera certainement pas facile. Lehner était excellent dans les filets. Et puis si Lehner goal mal, ben on a un gardien numéro 2 qui est capable de prendre la job aussi en Grice. Donc pour moi, les Islanders, ils jouent leur style à Barry Trotz et le respectent. Et présentement, la meilleure des choses pour eux autres, Martin, c'est qu'ils croient qu'ils sont capables de gagner avec ce système-là. T'as-tu prédit les Islanders? Non, moi j'ai prédit les Penguins. Je suis obligé de te dire que les Islanders, les Penguins, quand tu regardes le stretch du dernier mois et demi pour les Penguins, on a manqué Chris Letang, on a manqué Evgeny Malkin. Puis ce qu'on a été capable de faire, c'est Matt Murray nous a donné du meilleur hockey. On a été capable de restructurer puis prendre soin de notre défense pour être sûr de ne pas donner ces buts-là. Si on joue de la même manière avec Malkin qui va être là, avec Letang qui va être là, on va être capable de limiter les chances du côté des Islanders. Et si les Penguins n'ont pas beaucoup de chances et les Islanders n'en ont pas beaucoup, admettons qu'on a 10 chances de marquer de quel côté. Selon moi, le talent des Penguins va faire en sorte qu'on va marquer plus de buts. Ça va être une série très serrée. Je pense pas que ça va être une série facile, mais je m'attends à voir à ce qu'à la fin, Crosby et sa bande avancent à la deuxième ronde. Cézikis, 50 Phil Pula, comme tu l'as dit, 75 et Barzal, 50 Il y a juste Nelson qui a fait 42 Et curieusement, Evgeny, j'ai quand même jamais de mise en jeu, est à 62. Fait que, tu vois, comment est-ce que c'est? Sûrement lui qui a dû jouer contre Nelson, puis il a eu le meilleur sur lui. Il faut croire qu'il avait son numéro hier. Gino, il a très bien joué hier. Vraiment, là, on avait un effort. Ça faisait longtemps que tu regardes ce qu'il a fait l'an passé. Je pense que du côté d'Evgeny Malkin, c'est un joueur qui a beaucoup de fierté. Puis c'est sûr que c'est difficile de jouer aux côtés pour un joueur comme ça, parce que peu importe ce que tu vas faire, tout le monde va toujours parler de Sidney en premier, parce que Sidney était le meilleur joueur de la Ligue nationale au cours des 10, 12, 13 dernières années, selon moi. Donc, les gens vont toujours parler de Sidney en premier, mais Evgeny Malkin, c'est
c'est un talent exceptionnel. Et puis l'an passé, on a parlé beaucoup de ce que Steve Malkin avait bien joué avec ce que Crosby et Gensel faisaient. Probablement que les Pingouins auraient gagné une 3e Coupe Stanley consécutive ou auraient certainement eu une meilleure chance de s'y rendre. Et puis cette année, je pense qu'on a vu là, dans le premier match, même avec ce que Malkin a fait cette année, un moins 25 durant la saison régulière, on a vu un Malkin qui était déterminé hier. Puis ça, c'est de bonne augure pour les Pingouins. On a parlé également de la série Winnipeg-Saint-Louis. On a David sur le show à tous les mercredis. Fait que c'est certain que j'ai voulu jeter un œil. J'ai trouvé qu'il amenait un apport intéressant. Mais j'ai pas vu les Jets qu'on est supposé voir. J'ai l'impression que j'ai encore vu les Jets de fin de saison. Malgré que, vous dire une affaire, Luc puis Alex, Laine, quand il a marqué son but, c'était un but des majeurs. Puis à chaque fois qu'il prenait un lancer des poignets par la suite, tu comprends pourquoi les Jets vont rester patients puis son jeu de Fortnite parce qu'il t'a des poignets après ce gars-là pour faire des lancers. C'est hallucinant. Écoute, spectaculaire. Puis je me souviens, j'ai regardé le match, puis je passais au travers des postes différents, Martin, mais il a frappé le poteau, si je ne me trompe pas, 1 ou 2 fois Patrick Laine. Ah oui. Il a un lancé un petit peu comme Ovechkin, que le gardien, de 1, n'a pas de temps de réaction. De 2, tu n'es pas capable de voir son moment où il release la rondelle. Et puis avec la courbe qu'il a, c'est comme si les gardiens sont pas capables de savoir, même s'ils sont capables de lire le release, c'est comme s'ils sont pas capables de savoir exactement où ce lancer-là s'en va. C'est un lancer qui est spectaculaire, que les gardiens n'ont pas le temps de réaction, pas le temps de bouger. Non, j'ai été impressionné de Patrick Laine hier. On a parlé, puis Paul Maurice en a parlé beaucoup en fin de saison, qu'il voulait voir une game plus complète, qui avait commencé à travailler dans certaines facettes de ses jeux un petit peu différemment pour essayer de s'améliorer. Mais c'est sûr que du côté de Patrick Laine, son pain et son beurre, ça va être de marquer des buts comme Alex Ovechkin. Si ces joueurs-là n'ont pas un impact en marquant des buts, ben c'est sûr que ça ne rend pas le joueur aussi dynamique qu'il est. J'étais curieux de voir ces matchs-là. Parce que de un, on connaît tous la saison, les gars que Binnington a eu en fin de saison. On sait que les Blues de Saint-Louis, la structure qu'ils ont défensivement, ça fait longtemps qu'elle est installée. Tu parles de Hitchcock, tu parles de Yo, même maintenant avec Berube, c'est un peu le même système de jeu qui fait en sorte qu'on donne pas beaucoup de chance à l'attaque. On a une équipe qui est pesante à l'attaque. Hier, on a vu que les Jets ont essayé de nous pousser avec les Sanford, avec les Bortuzzo, avec les Parenko. On s'est pas fait pousser. On était une équipe qui est bien structurée. L'équipe qui a joué probablement aussi bien que Tampa depuis le début du mois de janvier. Mais hier, je m'attendais à voir les Jets qui nous donnent un petit peu plus que ça. Les Jets, ça fait beaucoup de temps qu'on parle de leur talent, on parle de leur profondeur. Depuis le début de la saison, que tout le monde est à leur pied en disant que cette équipe-là a une chance de gagner la Coupe Stanley. Mais hier, j'ai pas vu cette intensité-là. Puis si tu ne donnes pas l'intensité contre les Blues de Saint-Louis présentement, tu ne gagneras pas le match parce que Binnington, on l'a vu hier en fin de match, l'arrêt spectaculaire qu'il a fait sur Shifley. Les buts vont être difficiles à avoir contre les Jets de Winnipeg. Pour moi, cette série-là, Martin, j'ai vraiment l'impression, et ça c'est moi ce que je pense, qu'un des deux, l'équipe qui va gagner cette série-là, a une grande chance de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Ah non, je suis d'accord avec toi. Puis j'ai hâte de voir. Tu sais, Binnington, on en a parlé dans le passé. Mais hier, je vais me risquer sur quelque chose. Je vais regarder la game au complet. Puis là, j'ai regardé les statistiques de lancer. Puis j'étais Colin, il me semble qu'il est meilleur que les lancers que ça monte. Tu sais. J'ai l'impression que les Jets ont retenu des lancers parce qu'ils ne bougent pas. Il est intimidant, je trouve, pour l'adversaire. Tu sais, il tient son gars un petit peu plus en avant, un petit peu plus élevé. Il est compact. Il est confiant, ça c'est clair. Puis les Jets ils ont essayé de le bousculer tout de suite en partant, là, sont allés sur lui. Là. C'est un signe de confiance. Tu regardes, puis sur moi, en tant que joueur, ancien joueur de la Ligue nationale, puis quand tu essaies de marquer avec certains gardiens de but, il y a certains mouvements que tu peux faire avec ta tête, avec tes pieds, avec ton bâton, avec le changement de direction, que tu vas faire en sorte que le gardien va bouger d'une certaine manière. Tu as absolument raison. Quand tu regardes Binnington, qu'on l'a regardé hier soir, puis moi aussi, je le regarde curieusement parce que nécessairement, que tu penses à sa grosseur, il est 6'1", peut-être un petit peu, on peut l'étirer à 6'2", mais c'est pas un gardien de 6'7" comme Ben Bishop ou de 6'4" comme Vasilevski. Il n'y a pas l'air grand. Pas nécessairement avec la grandeur et la grosseur du gardien typique ou du gardien prototype d'aujourd'hui. Donc, il a besoin d'avoir quelque chose. Puis son positionnement,
Il est carré. Mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'il ne bouge pas. Ça veut dire qu'il croit en la position qu'il a. Il croit qu'il bloque les angles de tir. Il croit qu'il est dans une position pour pas permettre à l'équipe de marquer. Puis ça, cette confiance-là fait en sorte qu'il attend avant de faire son mouvement. Puis je suis obligé de te dire que présentement, il goal aussi bien, sinon mieux que n'importe qui dans la ligue. C'est incroyable. OK, les séries qu'on n'a pas touchées encore, il y a San Jose et Vegas. Je m'excuse, je veux bien essayer de la regarder. Puis je veux la regarder, mais mon corps n'est pas capable. Tu sais, je me lève à 3h45, mais j'ai l'impression, je regardais la petite version compressée qu'il y a sur NHL.com, j'ai l'impression que j'ai manqué de quoi. Tu as manqué de quoi, Martin? Écoute, moi, j'ai écouté les 2 premières périodes, c'est un petit peu comme toi. La 3e, fallait que je me lève pour les enfants ce matin. Donc, j'ai pas vu la 3e période, mais j'ai vu les 2 premières. Puis ce matin, je me suis repassé au travers de ce qui est arrivé en 3e période. J'ai adoré ce que j'ai vu des Sharks de San Jose. De un, le duo de Burns et Carlson a été absolument spectaculaire du côté offensivement, du côté dont on bouge la rondelle. On les a vus ensemble sur l'avantage numérique. Puis on en parlait souvent en début de saison. Comment ça marche pas avec Burns? Comment ça marche pas avec Carlson? Puis hier, ils étaient les deux en harmonie. Il y avait une chimie qui était instantanée. Tu voyais que ces 2 joueurs-là voulaient jouer du hockey pour l'un et l'autre dans les séries éliminatoires. Ils voulaient jouer vraiment pour gagner. Puis on a vu la rondelle qui bougeait de chaque côté. On a vu le but qu'ils ont fait à 3 contre 3. Carlson est coupé dans le milieu. Il a laissé la rondelle à Brent Burns en arrière de lui. Ce que j'ai aimé le plus des Sharks de San Jose, c'est qu'on parle souvent de Meyer, on parle souvent de Hurdle, mais c'est des joueurs qui sont faits pour les séries éliminatoires. C'est des gros bonhommes qui sont capables de gagner le bataille dans le coin de bande, sont capables de faire un petit peu le bully mode où ils vont être capables de bulldozer leur patin jusqu'au filet, être capables de repousser sur les pieds l'équipe adverse. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. On a une bonne 3e trio avec la banque qui joue avec Thornton, qui, oui, ses pieds ne bougent pas aussi vite qu'ils bougeaient avant, mais encore une excellente tête de hockey. On a vu la passe qu'il a faite à Vlasic hier. Evander Kane qui a été actif, qui bougeait. J'ai adoré ce que j'ai vu. Et la partie maîtresse et le joueur le plus important des Sharks de San Jose, ça doit pour moi d'être Martin Jones, qui a une année coup-ci, coup-ça. Mais en début, la beauté des séries éliminatoires, Martin, c'est que tu peux faire oublier ton année juste à avoir 2 bons mois. Et si Martin Jones fait ça, cette équipe-là peut être très surprenante. Du côté des Golden Knights... Attends, Martin Jones, Martin Jones, il t'a-tu réconforté? Il t'a-tu ou il regarde encore en arrière, puis il n'est pas sûr, parce que je pense qu'il est en bonne descente pour la saison. Oui, écoute, hier, je suis obligé de te dire que pour moi, il y avait de l'air frais. Il y avait de l'air d'un joueur qui avait hâte que les séries éliminatoires commencent. Parce que quand tu as une année ordinaire en tant que joueur, veux pas, tu y penses. Puis tu as toujours hâte. Quand tu penses que ton talent est meilleur que ça, tu as toujours hâte de pouvoir peut-être aller à la prochaine saison ou peut-être aller à la prochaine place. Comme un petit peu pour Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, oui, il a une mauvaise fin de saison, mais pensez pas que ce joueur-là, il pense pas qu'il peut être capable d'être meilleur dans la prochaine saison ou dans les séries éliminatoires. Bon, ben pour Martin Jones, c'est un petit peu la même affaire. Il a eu une saison ordinaire, mais là, les séries éliminatoires, c'est une nouvelle feuille de route, c'est une carte blanche. Tu recommences à zéro. Hier, il nous a donné bon hockey, il avait de l'air en confiance. Et puis, si les Sharks de San Jose ont un gardien de but qui goal d'une bonne manière et donne une bonne présence pour eux autres, cette équipe-là va être encore meilleure. Pavelski, hier, qui a montré lui aussi qu'il était prêt à payer le prix parce que son premier but lui a sûrement coûté une coupe dedans. Mais non, cette équipe-là a bien joué. C'est incroyable. Hein? Donc, puis le pire, c'est quoi? Il revenait avec sa cage, puis les séquences que j'ai vues, il est dans le demi-cercle, il est fatiguant, là. Oui, écoute, c'est un joueur probablement en avant du filet, aussi bon que n'importe quel joueur dans la Ligue nationale. Probablement une meilleure coordination des yeux à ses mains que n'importe qui au niveau du hockey. C'est pas un grand patineur, Joe Pavelski, mais il est toujours prêt à payer le prix, il est toujours prêt à être impliqué offensivement en avant du filet. Et puis ça, à cause de ça, et sa tête de hockey, son intelligence, ça lui permet de marquer des filets au rythme qu'il a fait au cours de sa carrière. J'ai pris Tampa en 7 parce que j'étais pas game de mettre Columbus. Mais je me suis dit, s'il y a une équipe qui peut emmerder le Lightning, c'est les Blue Jackets. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris le Lightning, mais en 7. J'ai pris
Nashville en 7 contre Dallas, parce que je n'étais pas game de prendre les Stars de Dallas. Mais comme je disais tantôt à François, le maudit Bishop, quand il est en santé, il n'en donne pas beaucoup de buts. Tu penses-tu que Dallas peut surprendre Nashville? Bien, certainement qu'ils peuvent surprendre Nashville, parce que quand tu regardes les buts alloués dans la saison régulière, la première équipe, les Islanders de New York, est-ce que les Islanders peuvent battre les Penguins de Pittsburgh? Certainement qu'ils peuvent les battre. Moi, je pense que les Penguins vont gagner, mais certainement qu'ils vont avoir une chance de les battre. Les Stars de Dallas, en début de saison, on parlait d'une équipe qui avait besoin de se stabiliser défensivement parce qu'on savait que la profondeur de cette équipe-là n'est peut-être pas au niveau de certaines autres équipes, certainement pas au niveau des Prédateurs de Nashville. Mais avec ce que Bishop a fait, avec ce coach Montgomery a emporté comme système, on a été capable de stabiliser la défense. Et quand tu as une équipe qui n'accorde pas beaucoup de buts, ce qu'on a fait hier, on a accordé 2 buts. Est-ce qu'on a généré beaucoup d'attaques? Oui et non. On a joué un bon match, pas nécessairement tant d'attaques ça, puis générer de l'attaque. Savez-vous quel joueur du côté des Stars de Dallas qui m'a vraiment impressionné et qui m'impressionne depuis le dernier mois? Le jeune Finlandais. On parle de Heiskanen beaucoup, mais regardez le jeune Finlandais, Roope Hintz. Hier, certainement pour moi, à l'attaque du côté des Stars de Dallas, ça a été le meilleur joueur. Les gros 6 pieds 3, il y a un excellent coup de patin, il y a des excellentes mains en avant du filet. Regardez-le bien jouer. Mais les Stars de Dallas, je suis curieux de voir, parce que sur un match, oui, on va être capable. Mais est-ce qu'on va avoir cette profondeur-là pour être capable de bien jouer défensivement contre une équipe qui a beaucoup de profondeur du côté des Prédateurs de Nashville? Disons pas allusion que c'est juste un match, mais certainement que les Stars se donnent une chance ou vont se donner une chance, mais je compte pas les Prédateurs pour battre. Le bonhomme, moi j'aime ça quand quelqu'un m'apprend quelque chose. Roope Hintz. Deuxième choix des Stars de Dallas en 2015, 49e au total. Bien sûr, c'est un Finlandais cette année en 59 matchs, 22 points, 6-3, 2-15. On le qualifie comme étant un ailier gauche. Lui, qui dit que surveillez-le. Oui, écoute, ce qu'il a fait en fin de saison, c'est que quand on a décidé de bouger Jamie Benn puis de mettre Jamie Benn sur un autre trio, de mettre Radulov avec Seguin, puis là, on a Zuccarello qui est là. Puis hier, Roope Hintz, on l'a fait jouer au centre. C'est un gros bonhomme. Il a joué avec beaucoup de chiffres avec Zuccarello et avec Jamie Benn. Et puis, j'ai aimé ce que j'ai vu. Il bouge bien ses pieds. Il a une grande compréhension. Il a une bonne portée. Puis, quelqu'un qui patine vite à 6 pieds 3 puis qui a une bonne portée, ben c'est excessivement difficile à défendre. Hier, on a vu certains des moves qu'il a fait. Puis, je me crois que c'est en deuxième période. Écoute, il a patiné. Il a vraiment contourné le défenseur. Je me souviens pas si c'était Subban ou Ellis, mais il a vraiment passé à côté de lui comme une flèche. J'ai aimé ce que j'ai vu. Il est allé au fond du filet. Puis sur les 22 points, je sais que peut-être ces statistiques sont trompeurs, mais en fin de saison, c'est là qu'on a commencé à vraiment l'utiliser. Et puis vraiment, il est une bonne présence du côté des Stars de Dallas à l'attaque. Je présume que c'est le McBain parce qu'on l'a aimé. Quelle portion de mérite tu donnes à coach Montgomery? Tu sais, le président ou le propriétaire qui était sorti, qui avait planté tout le monde. Montgomery qui avait dit à un moment donné, cette équipe-là ne veut pas jouer pour gagner, ou il avait dit qu'il ne veut pas jouer pour... il ne se sacrifie pas assez. Tu sais, il avait fait une sortie comme coach recru. Quelle partie du succès tu lui redonnes à lui? Parce qu'il n'est jamais mentionné pour le coach de l'année. Bien, écoute, je pense qu'il y a eu une belle transition du côté, puis certainement qu'il y a cette transition-là, une grande partie, peu importe ce que l'entraîneur fait au niveau de la Ligue nationale, tu as besoin que tes joueurs croient en ton produit. Puis je pense qu'une des meilleures choses que le coach Montgomery était capable de faire en fin de saison, spécialement à partir, je te dirais, du temps des fêtes, c'est de faire croire à ces joueurs-là que cette manière-là de jouer pour eux, de ne pas donner beaucoup de filets, d'être bon défensivement, d'être responsable du côté défensif de la rondelle, allait leur donner une meilleure chance de gagner des matchs. Et puis ça, pour moi, est-ce que Jim Montgomery a réinventé la roue ou inventé des façons différentes de jouer au hockey? Non, pas vraiment, mais il était capable de faire croire en certains systèmes à son équipe. Puis cette croyance-là, fait en sorte que maintenant, l'équipe respecte la façon dont il joue. On joue bien défensivement, on joue structuré. Et puis, quand tu joues de manière structurée, tu ne donnes pas beaucoup à l'équipe adverse. Bien, certainement qu'avec un gardien comme Ben Bishop, tu vas donner une chance de gagner match après match. On a hâte de voir la suite des choses. Un petit tour canadien, tu as vu les bilans, tu as parlé, tu as effleuré le sujet de Jonathan Drouin. Puis, tu sais, je vais résumer ce que moi, je pense qui a été dit, là. On en a parlé longtemps. Tu sais, moi, je disais tout le temps, Drouin, il rentre à gauche, il break à la bande, puis aux oreilles, puis là, il donne la puck au défenseur qui est arrêté, puis là, on perd le puck, le revirement. Puis je disais à Luc, quand il veut avoir du succès, il faut qu'il rentre dans le milieu ou à gauche.
On dirait que là, il crée de la confusion. Puis c'est un peu ça que Bergevin a dit. Il dit il joue dans des patterns. Puis tant que t'as beau lui dire, mais tant qu'il ne l'admettra pas lui-même, puis là, il a fini par le voir puis l'admettre, mais c'est là des fois qu'il y a des changements. Et Jonathan Drouin a semblé être d'accord avec cette version-là du directeur gérant. C'est-tu des déclics que tu as déjà vus? On perd responsable d'un gars qui a fait quand même au-dessus de 50 points. Là. Tu t'attends-tu à voir un Jonathan Drouin 2.0 après qu'il ait constaté par lui-même qu'il fait tout le temps la même maudite affaire? Ben j'espère. Écoute, moi, si je serais Jonathan Drouin, la première chose que je ferais, c'est que je prendrais 2-3 semaines, là, puis je m'en irais en vacances bien loin de tout le monde. J'irais jouer au golf, j'irais faire à la plage, j'irais un petit peu n'importe où, pour vraiment me sortir de ce monde-là, de ce cercle vicieux-là qui a été autour de lui au cours des dernières semaines. Après ça, après ce temps-là, là, tu reviens chez vous, puis tu t'assois, puis tu commences à regarder le vidéo. Tu commences à regarder tes matchs, tout ça. Jonathan Drouin, il n'y a pas personne qui va connaître le hockey ou il n'y a pas personne qui va être capable de dire quoi faire plus que lui. Parce que lui, il connaît son corps, lui, il connaît ses habiletés, lui, il connaît sa vision, puis comment il se sent par rapport à certaines situations sur la patinoire. Donc, à partir de ce moment-là, lui, en tant que personne, va être capable de se dire, OK, ça, je suis capable de faire ça mieux, ça, je suis pas capable de faire ça, je suis peut-être bien mieux de le faire de cette manière-là. Fait que lui, il va être capable de se donner des paramètres, de faire en sorte qu'il va être capable de trouver où il va avoir du succès dans cette ligue-là. Écoute, moi, puis je me compare un petit peu d'un sens à Jonathan Drouin parce que, en tant que joueur, peut-être pas le plus doué physiquement, j'étais pas doué physiquement, j'avais pas l'habilité des fois de battre quelqu'un à 1 contre 1 par rapport à ma vitesse, tout ça, donc je devais jouer par rapport à comment je pensais la game, comment j'allais me placer. Jonathan Drouin, c'est un petit peu ça. Mais pour Jonathan Drouin d'être capable de penser puis capable de faire les choses mieux, la première et la chose la plus importante pour lui, qu'il l'était comme un petit peu pour moi, c'était de bouger mes pieds. Parce qu'en bougeant des pieds, même si tu n'es pas capable de battre quelqu'un à 1 contre 1 de rapidité, tu es capable de te créer de l'espace. Puis Jonathan Drouin, tu en as parlé, puis tout le monde l'a vu durant le cours de l'hiver. On voyait un Jonathan Drouin qui était arrêté. On rentrait dans la zone, on arrêtait. À partir du moment qu'il est arrêté dans la Ligue nationale, ce qui arrive, c'est que les joueurs en défensive essayent de t'enlever le temps. Donc, la seconde que tu breaks, tu vas avoir un hockey qui va être proche de toi. Tu ne peux pas te donner l'espace pour faire le prochain jeu. Jonathan Drouin, la seconde qu'il va arrêter en zone neutre, puis il va recommencer à bouger en zone adverse, puis il va recommencer à bouger vite, puis à se créer de l'espace. Mais à partir de ce moment-là, il va être en plein mouvement. Il va être encore capable de faire ses passes. Il va être encore capable de faire ses jeux. Mais de cette manière-là, il va te donner un 3, 4, 5 secondes pour faire ce jeu-là. Puis si tu donnes du temps à un joueur comme Jonathan Drouin, bien, les bonnes choses vont arriver. Fait que je suis convaincu qu'à la seconde qu'il va regarder ses vidéos, puis il va regarder, puis il va se dire « Tabarouette, je suis donc bien slow. J'ai donc bien arrêté. Pourquoi j'ai été arrêté si souvent que ça? » Il va comprendre pourquoi il n'a pas eu de succès en fin de saison. Bien, hâte de voir Jonathan Drouin. J'aime ça ce que tu dis. En tout cas, je pense que c'est Pierre McGuire qui disait que McKinnon avait la même maladie quand il est arrivé. Il essayait dans le fond, déborder tout le monde. Puis à un moment donné, c'est Patrick Roy, je pense, qui aurait dit ça ne marchera pas ici. Là, tout le monde est bon. Là, fait qu'il faut que tu utilises la patinoire au complet, le milieu, la gauche, la droite. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Drouin, mais que ça prend plus de temps. Toi, là, quand tu es arrivé, y a-tu du... Je vais dire stuff de junior, mais je ne veux pas être péjoratif, que tu faisais, puis à un moment donné, tu te dis, OK, je peux plus faire ça, là. Bien, absolument. Puis moi, cette ouverture d'esprit-là, je l'ai eue vraiment, je te dirais, Martin, que je l'ai eue avant d'arriver dans la Ligue nationale. La première année dans la Ligue nationale, tu donnes des paramètres de où sont les joueurs, où tu te situes, de quoi j'avais besoin de faire. Ça m'a permis de m'entraîner, je devais me mettre plus de force physique, je devais devenir plus rapide. Ça, ma première année dans la Ligue nationale m'a donné ça. Mais au niveau junior, j'ai un entraîneur qui s'appelait Danny Grant. Danny Grant avait marqué 50 buts pour les Red Wings de Détroit avec un joueur qui, au niveau individuel, m'a donné beaucoup de technique. Puis le truc qu'il m'avait dit junior, il dit c'est au junior, pareil comme Jonathan Drouin, pareil comme Nathan McKinnon, tu es capable de battre les joueurs avec tes mains. Tu n'as pas besoin vraiment d'utiliser tes pieds. Mais dans la Ligue nationale, si tu utilises juste tes mains, si tu n'utilises pas tes pieds, ben jamais tu vas être capable d'avoir du succès parce que les joueurs sont trop intelligents de l'autre côté, sont trop rapides, sont trop gros. Tu sais, l'entonnoir rétrécit, plus que tu montes, plus que l'entonnoir rétrécit, et moins que tu as de joueurs faibles ou de joueurs qui ont qui sont moins gros, qui sont moins forts, qui sont moins rapides. Donc, les joueurs sont nécessairement meilleurs. Puis si tu veux avoir du succès dans la Ligue nationale, ben la seconde que tu fais un move, tu dois te créer de l'espace. Donc, tes pieds doivent être bougés. Tu peux pas, comme au junior, tu fais un move, tu es capable de peut-être te laisser glisser pour un bout de temps.
Dans la Ligue nationale, ça ne marche pas. OK, on a une question d'un auditeur avant de te laisser aller. Une question qui va venir jouer dans tes croyances. Tu es quelqu'un qui a joué pour l'Avalanche, tu es quelqu'un qui a joué pour les Flames. En fait, il y a eu plusieurs questions, puis je le sais qu'on a sauté du coq à l'âne de série en série. J'espère qu'on a répondu à l'essentiel de vos questions, tant avec François qu'avec Alex, parce que on changeait de série. Encore une fois, aux éditeurs, j'espère qu'on a répondu à plusieurs de vos questions. J'ai 2 questions par rapport à Flames Avalanche, une de Bruce, puis l'autre de Max, Alex. Première question, comment l'Avalanche peut-il battre les Flames avec seulement un trio? Puis ma deuxième question, il était question de Carl McCarr sur nos pages. Je sais qu'il joue pour l'Université Massachusetts, puis il joue ce soir en demi-finale dans le Frozen Four. Puis il y a certaines... l'Université de Denver, en plus. Là. Exact, c'est Denver. Puis il y a plusieurs rumeurs là, qui laissaient croire que peut-être que McCarr pourrait se joindre à l'Avalanche en cours de route. Le tournoi, en fait, le match de championnat est le 13, donc il est dans 2 jours. Donc, il y a 2 questions en une. Là. Alex, je ne sais pas si tu veux bondir là-dessus. Écoute, comment l'Avalanche peut battre les Flames? Moi, j'ai mis l'Avalanche qui battait les Flames. Parce que le gardien de but du côté de l'Avalanche, parce que probablement que ça va être... C'est possible que dans cette série-là, les gars, on voit les 4 gardiens de but des 2 côtés, que ce soit Smith et Reddick ou que ce soit Grubauer et Varlamov. Grubauer a une excellente fin de saison, un petit peu comme il y avait eu l'an passé avec les Capitals de Washington. Est-ce qu'il va avoir du succès cette fois-ci dans les séries éliminatoires? Écoute, ça reste à voir. Moi, j'ose à croire qu'il a appris beaucoup de l'expérience de l'an passé et puis qu'il est prêt de la manière dont il a joué au cours des dernières saisons. Moi, Giordano a une saison spectaculaire. Est-ce que l'expérience va faire en sorte que les Flames, défensivement, vont être capables de nous en donner plus? J'adore ce que je vois du côté de l'Avalanche au cours des derniers mois. Tyson Barrie, probablement qu'offensivement, dans la Ligue nationale, au cours du dernier mois, a été le meilleur joueur du côté des défenseurs offensifs dans la Ligue nationale. Zadorov, c'est un gros bonhomme. C'est une équipe qui nous a donné du bon hockey l'an passé contre les Prédateurs de Nashville. On voit qu'ils ne sont pas peur. Cette profondeur-là, c'est ce qui m'inquiète du côté de l'Avalanche. Est-ce que Comfort, est-ce que Kerfoot, est-ce que Wilson, qui joue du bon hockey depuis, comme un petit peu il l'avait fait dans les séries avec les Prédateurs de Nashville depuis un mois, est-ce que Big Game Brass va être capable, Derek Brassard, de nous donner du gros hockey? Moi, je crois à l'Avalanche. Parce que je crois à l'Avalanche du fait que Nathan MacKinnon est, selon moi, le meilleur joueur de cette série-là. Et Nathan MacKinnon, c'est un petit peu comme un bully. La seconde qui va se faire pousser, que ce soit par Ketchuk ou par quelqu'un d'autre, il est capable de repousser. Et je pense que l'Avalanche, avec le premier trio, Landeskog qui joue du bon hockey depuis qu'il est revenu sa blessure à l'épaule, pour moi, là, j'ai confiance que cette équipe-là pas gagne facilement, mais soit dans la série très, très longtemps contre les Flames de Calgary. Si tu prenais contre l'Avalanche, est-ce que tu étais barré du Salon des Anciens? Écoute, je ne sais pas si l'Avalanche a un Salon des Anciens. J'ai jamais été invité s'il y en a un. Mais je sais que du côté des Flames, je suis content de dire ça en français parce que sûrement que je ne serais pas invité. Écoute, c'est des séries, puis tu regardes ça, puis Martin, je vais être honnête avec toi. Tu sais, on fait des prédictions pour dire qu'est-ce qui va se passer, mais jusqu'à ce qu'on voit le premier match ou le premier 2-3 matchs, on ne peut pas prédire. Il y a tellement de parité dans la Ligue nationale de dire que les Flames de Calgary se rendent jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Je serais pas surpris. Puis de dire qu'ils perdent en première ronde contre l'Avalanche du Colorado, c'est pas quelque chose qui me surprendrait non plus. Donc, il y a des bonnes équipes. On parle pour parler, on jase, comme on dit. Mais bien honnêtement, ça va être une excellente série. J'ai hâte de voir aussi Matthew Tkachuk, comment il va être capable de contrôler ses émotions, comment il va être capable de s'impliquer. Il y a une excellente saison. Ça a été plus difficile du côté offensif, du côté des Flames. J'ai hâte de voir cette attaque-là, l'attaque à 5 et plein de différentes choses du côté des Flames dans les séries. Ouais, juste ajouter, semble-t-il que c'est Mike Smith qui sera devant le filet des Flames ce soir. Ouais. Oui, bon. Et puis les gars, pour Cale McCarr, je serais pas surpris, comme un petit peu Dante Fabro l'a fait hier pour les Prédateurs de Nashville. Je serais pas surpris qu'avec la saison que McCarr a eue, la seconde que ça va être fini, que ce soit au match numéro 2, au match numéro 3, je serais pas surpris de le voir se trouver un trou dans l'alignement de l'Avalanche. Est-ce qu'on peut le remplacer peut-être par est-ce qu'on peut tasser Cole ou Nemeth ou quelqu'un de l'alignement? Si Cale McCarr est le joueur qu'on pense qu'il est, si on pense qu'il est prêt, et de ce qu'on a vu au niveau collégial cette année, il y a une bonne chance que oui. Est-ce qu'on va le voir? Moi, je serais pas surpris que peut-être pas au match numéro 3, peut-être pas au match numéro 4.
je serais pas surpris qu'à un certain moment donné, on le voit dans cette série-là. Puis t'es correct avec ça, prendre un college puis le mettre tout de suite dans l'alignement? J'ai pas de problème avec ça. Regarde ce que Favreau donne aux Prédateurs de Nashville, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que, tu sais, on regarde ce que Kotkaniemi a fait en fin de saison. C'est sûr qu'il y a un ajustement puis un jeu physique. Mais du côté de Cale Makar, il a joué 40 matchs. C'est quelqu'un qui a été repêché il y a 2 ans, donc il doit être fin 19 ans, 20 ans, puis je n'ai pas son âge en avant de moi, mais il doit être 20 ans. Fait que assurément, peut-être même plus proche de 21. Fait que assurément, il a grandi, il est plus fort physiquement, il est plus prêt. Il a eu 2 années de développement, s'entraîner beaucoup au niveau collégial américain. Probablement que physiquement, il est plus prêt. Est-ce que c'est difficile de rentrer dans les séries éliminatoires? Oui, ça prend un joueur exceptionnel. Mais d'après ce qu'on sait ou d'après ce qu'on a vu de Cale Makar jusqu'à présent, il nous laisse porter à croire que ça l'est un joueur exceptionnel. Octobre 98, donc il aura 21 en octobre de cette année. Je pense pas me tromper en disant que c'est le meilleur défenseur qui joue pas dans la Ligue nationale de hockey. Oui, pas de doute là-dessus. On a du fun. Écoute, je vais te sentir que ta conjointe soit plus clémente que celle que François. Parce que François nous a annoncé que Madame était là à soir et qu'il ne pourrait pas être tout écouter les matchs. Fait on souhaite que Madame soit fine. Il n'y a pas 2 TV chez François ou? Je sais pas, là. D'après moi, François n'a pas gagné au combat qui mène dans la maison. Non, c'est une blague. C'est une blague. Non, François, il n'était pas avec sa conjointe hier. Il en a profité. Puis là, je pense qu'il s'en va à Vegas. Fait qu'il va consacrer du temps avec Madame avant de partir. C'est correct. On ne juge pas ça. OK. Amuse-toi, Alex. On se rejase la semaine prochaine, sûrement. Ça fait plaisir, les gars. Bye, buddy. C'était Alex Tanguay. Oui, encore une fois, j'espère qu'on a répondu à l'essentiel de vos questions et de vos commentaires aujourd'hui. Cale Makar, 48 points en 39 matchs universitaires. Absolument. Puis capitaine de son équipe. Et je joue contre Denver ce soir. Comme le vent. C'est demi-finale du Frozen Four ce soir. Ouais. Ben c'est ça. 3 matchs ce soir. Évidemment, il y a été beaucoup question des Leafs contre les Bruins. Ça débute ce soir à Boston. Les Hurricanes vont tenter de surprendre les Capitals de Washington. L'Avalanche, on en a parlé contre les Flames à 22h. Demain, on sera là. On sera là à compter de mercredi la semaine prochaine. Et on sera là tous les mercredis d'ici la fin des temps, je pense. Manquez pas sur rds.ca le Masters. On a des sources de web diffusion. Sur le Masters tout au long des 4 jours. En fait, ça a commencé aujourd'hui, ça se termine évidemment dimanche. On diffuse le Master à compter de 15h à RDS. Mais les sources des groupes vedettes, 9h30 demain et en fin de semaine, 10h30. On diffuse aussi le Heyman Corner, le 15e et 16e trou sur rds.ca. Ne manquez pas ça, c'est le fun. rds.ca. Merci beaucoup. Merci à Guillaume à la mise en onde. Merci à tout son staff également qui l'épaule dans l'évolution de ses fonctions. Merci à toi, Luc. Toujours excellent. Merci à vous. On se rejase demain. Demain, encore une fois, et on va parler de séries éliminatoires, mais on va rajouter un peu de Canadiens dans ça, assurément. Donc, soyez là demain pour une autre édition de On Jase.